Ah. Alors les amis, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir les amis, vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous pouvez me le dire par petit message écrit pour me rassurer et pour qu'on puisse y aller le plus rapidement possible. On a un gros retard. Hein. Chez moi, quand même une minute passe, c'est un gros retard. Là, on a plus d'une demi-heure de retard et c'est juste pas acceptable. Mais disons que j'étais coincé dans les bouchons. J'ai pensé que je viendrais plus vite, mais bon, j'ai pas pu. Je vous présente toutes mes excuses sincères, hein, parce que nous devons être des gens de parole. Si nous devons construire un nouveau pacte civilisationnel avec notre pays. Bonsoir, cher Olivier Bogning. Bonsoir, chère Angèle. Oui, c'est Messie Martin, Angèle. Messie Martin, c'est quelqu'un que j'ai très bien connu. Nous avons été compagnons sur quelques années. Et quand je vous dis ça, c'est pas que je suis vieux. C'est juste que j'étais un talent précoce. Et à l'époque, il s'est trouvé que j'ai dû cheminer avec d'autres enfants de lumière qui avaient besoin de mon expertise pour tout ce qui est vulgarisation de leurs œuvres. Et donc c'est dans ce domaine, c'est dans ce contexte que j'ai connu Messie Martin, un homme d'exception de notre niveau. Et chaque fois que j'écoute une de ses chansons, je suis toujours pris par une espèce de colère sourde. Parce que je me dis, ah, ces gens, ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à faire douter même les plus meilleurs d'entre nous, en les laissant croupis dans une misère crasse. Ça fait partie aussi des choses qu'il faudra mettre dans le bilan de la gouvernance des 43 ans du président Biya. Un homme et son système qui n'aimait pas du tout les talents et qui ont fait une traque aux talents. Il fallait les appauvrir. Ça a été le cas de notre musique, parce qu'il faut savoir qu'avant l'accession du président Biya au pouvoir, dans les années 70, 60, les artistes camerounais touchaient des millions de francs de droits d'auteur à la SACEM. Voilà, les artistes camerounais touchaient des millions de francs de droits d'auteur à la SACEM. Pour ceux qui sont de cette époque, ils pourront le témoigner. Et donc, dès 82, il y a eu un complot pour détruire notre industrie musicale. Et donc, par ricochet, les artistes, qui sont les principaux porteurs de cette industrie, on a commencé à assister à un phénomène d'appauvrissement de ces artistes qui était complètement voulu. Ils ont instrumentalisé, quand je dis ils, ou on, c'est pas totalement indéfini, cette gouvernance-là a instrumentalisé la piraterie musicale. Hein, c'est eux-mêmes qui étaient aux manettes des industries, enfin des usines qui tournaient pour fabriquer au prix du pain
des œuvres d'artistes qu'ils avaient mis des mois à travailler, à concevoir. Voilà, donc la piraterie musicale a été l'un des instruments utilisés par le système actuel pour casser le pouvoir des artistes en les appauvrissant. Donc Messi Martin s'inscrit dans ce sillage. C'est quelqu'un que j'ai bien connu. À l'époque d'ailleurs, son disque d'or obtenu en 1999, c'était avec moi comme agent. Voilà pour la petite histoire, comme pour dire qu'on a une autre vie. Bonsoir cher Olivier. Angèle, oui, c'est un souvenir d'enfance, Elie Gueffa. On va attendre d'être, allez, on va dire 7 personnes, et puis dès qu'on est 7 personnes, on est un certain nombre. Est-ce que vous pouvez vous signaler chacun de l'endroit où il est, s'il vous plaît? Juste un petit mot pour dire, oui, je suis de tel endroit, j'entends très bien, le son est nickel, la lumière, il n'y a pas de problème, et puis on va y aller. Je vous rappelle que pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent contribuer en nous envoyant soit un petit message sur WhatsApp, soit un petit appel sur WhatsApp au 0623 489 45 06 523 489 45 06 523 489 45. Voilà, un numéro pour nous envoyer éventuellement une contribution ou bien une contradiction. Hein, tout est bien, tout est bon à prendre. Voilà. Est-ce que les autres peuvent nous dire d'où ils sont et d'où ils nous écoutent? S'il vous plaît, ce serait bien pour moi de le savoir. Si tout va bien, si j'ai 3 personnes qui me disent qu'ils entendent très bien, on y va. C'est pour nous éviter de reprendre alors qu'on est déjà lancé. Alors, il y a René Nguene qui est à Nantes. Tout est OK pour lui. Alors, merci, cher René. Il y a Piment du Canada qui dit que tout est OK, donc on peut y aller. Alors, bonsoir les amis. Bonsoir, chers frères, chères sœurs africains du Cameroun. C'est toujours avec un plaisir que je prends le temps de faire des communications quand il y a des sujets qui méritent qu'on s'apesantisse sur eux. Et cette semaine, en tout cas ces dernières semaines, il y a une actualité qui est très nourrie. Et la plupart du temps, ce sont des actualités sur des sujets que nous avons évoqués auparavant. Et peut-être au moment où on les évoquait, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ah, mais pourquoi ce Morgan en parle? Est-ce qu'il a des preuves? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas simplement de l'acharnement? Ben non, parce que c'est pas mon style. Moi, je suis pas un type qui s'acharne. Je suis un type qui place la crédibilité au-dessus de tout. La crédibilité au-dessus de tout. Et un homme crédible, c'est un homme qui dit des propos sensés, qui dit des choses vérifiées et vérifiables, et qui ne prend pas la parole de manière intempestive. Hein, on peut parfois faire l'économie de la parole en restant silencieux, en travaillant le dialogue avec soi-même, et puis en écoutant aussi les autres, qui sont source d'enrichissement et qui sont aussi source de culture. Moi, je prends un plaisir d'écouter certains parmi nous qui sont des gens brillants. J'ai par exemple écouté beaucoup ces derniers temps le commissaire béné Albert Liopol, qui était réclus dans un silence depuis quasiment une vingtaine d'années. C'est quelqu'un, c'est le premier sujet qu'on évoque, qui a suscité ma curiosité à l'époque, hein, parce que je crois qu'il était très jeune à l'époque quand on lui a confié l'arrestation des premiers hauts dignitaires du pouvoir de Yaoundé dans la fameuse opération Épervier. Voilà, c'est le commissaire de police qui a procédé aux premières arrestations. Alors, il a suscité ma curiosité, pourquoi à l'époque? Parce que quand on connaît comment fonctionne notre système, et en l'occurrence, je connais comment fonctionne le système camerounais, vous avez des missions qu'on ne confie pas à n'importe qui. Parce que aller arrêter des personnalités, ça suppose que on est quelqu'un d'assez assis spirituellement, qu'on est quelqu'un de loyal, hein, parce que ces gens-là, ils ont un pouvoir de corruption très puissant, qu'on est quelqu'un qui sait tenir sa langue. Donc ça m'avait interpellé à l'époque de me dire, ah, c'est un jeune qu'on a confié cette mission, c'est qui ce jeune? Et donc à partir de ce moment, je m'étais un tout petit peu renseigné pour savoir qui il était.
Donc ce que je vous raconte, ça remonte à une vingtaine d'années, bientôt. Donc, et récemment, il a refait parler de lui à la faveur de nombreux podcasts que certains d'entre vous ont pu voir sur les réseaux sociaux et dans d'autres plateformes. Des sorties que je trouve très graves pour notre pays. Grave pas pour lui, mais grave pour ce qu'il décrit. Parce que je viens de vous le dire, ce n'est pas le menu fretin. Ah oui, donc c'est pas un mec du quartier qui se lève, qui commence à parler. C'est quelqu'un qui a été responsable dans les renseignements, les services de renseignement de notre pays. Ça veut dire que je ne suis même pas sûr que son ventre ait été assez secoué. Parce que je crois qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de quelqu'un comme ça. Et donc voilà, ces sorties ces derniers temps m'ont interpellé. J'ai écouté, parmi ce qu'il raconte, il y a des choses que je connaissais et il y en a d'autres qu'il m'a appris. Mais je sais quand même avec certitude qu'il n'y a aucune horreur qu'il décrit qui est exagérée. Parce que tout ce qu'il dit est dans la nature de nos gouvernants actuels. C'est des satanistes, c'est des gens qui sont sans cœur, hein, c'est des gens cruels. Hein, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Martinez. On va en reparler en troisième partie. Capable de torturer, de mutiler un être humain, hein, le fils de quelqu'un, le produit de 9 mois de douleur maternelle. Hein, ils ont été capables de faire ça à ce bonhomme qui avait fait quoi, qui n'avait fait que parler. Et donc on pouvait lui répondre aussi avec des arguments, surtout qu'ils ont aujourd'hui toute la machine médiatique répressive, avec les influenceurs, les journaux aux ordres, qui n'attendent qu'on leur remette des papiers à publier par la suite, en les endossant, bien entendu. Ils ont l'argent qui leur permet d'acheter qui ils veulent. Vraiment, quelle est l'opportunité de tuer des gens et de faire preuve de tant d'arrogance, de tant de barbarie, comme on a pu le voir. Bon, vous savez, avec ces gens, il y a des questions qu'il ne faut pas se poser. C'est des gens qui ont dépassé, qui nous ont défiés. Nous ne comprenons plus aujourd'hui exactement ce qu'ils veulent. Alors, quand on a dit ça, je vous l'annonçais en titre, qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais dit qu'il était important que tous les fils du Cameroun qui veulent voir notre pays changer ne peuvent pas penser la même chose et ne pas cheminer ensemble. Ça n'a pas de sens. On veut tous que le Cameroun change, mais tous ceux qui veulent que le Cameroun change n'ont pas la capacité de dialoguer entre eux. Pour moi, c'est un problème. Je me suis dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas marabouté, ces Camerounais-là? Parce que quand vous regardez comment ça fonctionne, et quand je dis marabouté, bon, allez, ne me regardez pas comme ça. Hein, nous sommes africains, on s'entend. Donc, je me pose la question de savoir, mais alors on a des gens qui aboient chacun de son côté, mais quand on écoute bien le son des aboiements, on se rend compte que c'est un son qui est similaire. Mais pourquoi ces gens ne savent pas faire foule? Pourquoi ils ne se parlent pas? Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation, de l'instrumentalisation derrière tout ça? Donc, ça c'est des questions que je me suis beaucoup posées ces derniers temps pour arriver à cette conclusion que bon, il fallait qu'on sorte des constats, hein, parce que ce qui se passe au Cameroun, nous le savons très bien, et il n'y a pas mieux que nous pour vous dire de quelles horreurs sont capables nos frères qui sont dans la gouvernance aujourd'hui. Certains ont fait des allégeances aux entités maléfiques, hein, et au nom de ces entités maléfiques, ils sont obligés d'abreuver ces entités de sang. Et pas de leur sang à eux, mais du sang des Camerounais. Donc on assiste à la destruction de générations entières, de jeunes Camerounais, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui perdent la vie. Vous voyez des gens qui sont à l'article de la mort, et puis subitement on vous dit que non, il s'est rétabli, il est rentré. Et puis et bizarrement vous apprenez des morts autour d'eux, quoi, des morts de jeunes qui sont à la fleur de l'âge. Donc il faut avoir conscience que nous avons le bas astral, qui est les puissances ténébreuses qui tiennent en otage notre pays aujourd'hui.
elles ne sont pas arrivées là par hasard. Elles sont arrivées là avec le concours, la sollicitation de la gouvernance actuelle. Et donc, ce qui peut expliquer, quand je vous le dis tout à l'heure, que c'est comme si les uns et les autres sont sous l'emprise de puissantes drogues. Hein, c'est comme si tout le monde s'abreuvait à la coque, désormais au Cameroun, de ne pas pouvoir aller à l'essentiel, d'être pragmatique. Donc, nous avons initié, et quand je dis nous, il n'y a pas de leadership. Hein. Moi, je vous ai dit que je ne suis candidat à rien. Je ne suis candidat qu'à une chose, à voir ce Cameroun changer pour le bien-être de nos enfants et des générations d'après. Parce que de toutes les façons, nous, ils ont fini avec nous, ils nous ont sacrifiés. Hein. On ne peut rien faire. Toute personne qui se bat aujourd'hui en pensant à lui, eh bien, il n'a rien compris. Il faut se battre en pensant aux générations d'après. C'est ça le sens de notre combat. Et c'est pour ça qu'il faut et qu'on va libérer le Cameroun de ces forces obscures qui l'ont pris en otage. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe déjà par un dialogue entre les différentes forces qui veulent voir les choses changer. Et donc, a été initié le conclave des diasporas pour la restauration du Cameroun, le CODIRCA, le conclave des diasporas pour la restauration, pour restaurer le Cameroun. Voilà. C'est quoi? C'est juste une plateforme permettant aux uns aux autres, partageant la même aspiration, de manière sérieuse, hein, c'est-à-dire, c'est pas un truc pour les plaisantins. Les plaisantins, ça se tenir. C'est des gens vraiment qui sont engagés, qui ont des convictions et qui sont prêts à payer le prix sacrificiel qu'il faut pour cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler de manière sacerdotale. Vous savez que moi, le fait que je me sois engagé publiquement contre ce pouvoir, ça me crée un sacré manque à gagner, ça me crée des problèmes même dans mon environnement, des gens qui ne comprennent pas que je me mêle de... Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais chez ces fous là? L'Afrique est suffisamment grande, tu es un citoyen de toute l'Afrique, accueilli partout dans les autres pays, de manière respectable, honorifique. Qu'est-ce que tu as à foutre avec ces histoires du Cameroun qui aujourd'hui inondent ta page, on ne te connaissait pas comme ça. En bref, il y a un prix à payer, cette exposition. Donc, mais ce prix, moi personnellement, j'ai accepté de le payer, même si ça n'est pas toujours compris par les miens, pour une raison toute simple. Je veux que demain, dans 10, dans 50 ans, quand les nouvelles générations interrogeront le passé, qu'elles se disent, mais tout ça se passait, il n'y avait plus d'hommes au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Nos parents, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que je sois pas dans la liste des gens qui étaient couchés, lâchement, mais plutôt dans celle de ceux qui ont combattu, peu importe le prix que cela a coûté. Donc moi, c'est le sens de mon engagement. Donc, le conclave des diasporas pour restaurer le Cameroun, le CODIRCA, part de cette idée-là que tous les fils du Cameroun, aujourd'hui, qui partagent la même aspiration, qui est celle que notre pays doit changer, et là, ouais, parce qu'il doit faire beau bientôt, eh bien, qu'ils commencent à se parler ensemble. Donc moi, j'ai rencontré déjà beaucoup de Camerounais, j'ai fait en sorte que des Camerounais se rencontrent entre eux aussi. Bon, je ne suis pas autorisé à citer les noms de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont efficaces dans ce combat en étant dans l'ombre, dans la discrétion. Vous vous doutez bien que si nous sommes toujours à jour de ce qui se dit en off, eh bien c'est bien parce qu'on a des résistants qui sont en off et qu'on n'a pas le droit d'exposer. Hein, ça n'aurait pas de sens. Mais ces gens ne sont pas moins résistants que nous. Ils sont au même titre que nous, des gens qui se battent pour que le Cameroun change à leur place. Voilà. Donc, il y a un vrai dialogue qui est amorcé depuis plusieurs mois déjà, entre plusieurs fils du Cameroun qui portent cette aspiration. Et cette semaine, je crois que c'était hier, à l'Hôtel Plaza à Paris, j'ai eu l'honneur, le grand plaisir de rencontrer le commissaire ébénais, Albert Léopold, commissaire de police donc, qui est parti en exil depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, du Cameroun, parce qu'il a subi ce qu'il faut décrier de toutes nos forces. Et on va en parler dans la deuxième partie.
Donc, échange très fructueux. Il y a beaucoup de choses à faire avec des gens comme ça qui connaissent la machine intimement de l'intérieur et qui sont des hommes de conviction. Parce qu'il faut avoir des convictions et une sacrée paire de couilles pour faire ce qu'il a fait à l'époque. Tout abandonner et partir du jour au lendemain vers l'inconnu, mais ne pas succomber aux pressions de ces satanistes-là. Voilà, qui veulent mettre tout le monde au pas, et ceux qui n'acceptent pas d'être mis au pas sont réduits à la pauvreté, ils sont appauvris. Voilà, lui, il a résisté à l'époque, et vraiment, je voulais ici, devant vous tous, chers frères camerounais, lui rendre un hommage pour sa bravoure, et parce que, vous voyez, le problème de notre pays, et nous allons aller directement au deuxième thème, le problème de notre pays, c'est qu'on est comme un malade qui n'a pas fait de diagnostic, mais qui veut quand même guérir. Or, nous savons tous qu'il n'y a pas de stratégie thérapeutique qui puisse être efficace si le diagnostic est raté à la base. Donc, la problématique du Cameroun, c'est le commissaire qui la pose clairement, le commissaire Albert Léopold Ebene, qui la pose de manière très claire, en disant, depuis 70 ans aujourd'hui, voire un peu plus, il y a ce truc-là dans notre pays qui fait que vous ne pouvez avoir accès à aucune responsabilité, accès à rien, en tout cas qui dépend de la chose gouvernementale, sans qu'on ne vous couche. Alors pour être très clair et explicite, parce que le temps n'est plus à jouer avec les mots, sans que vous ne soyez sodomisé. Vous voyez, voilà cette pratique-là honteuse, et que les choses soient claires ici. Je ne fais pas une diatribe contre l'homosexualité. Chacun fait ce qu'il veut dans son intimité. La diatribe que je fais ici ce soir, c'est contre le viol de nos pères, le viol de nos enfants, le viol de nos connaissances, de nos amis, à qui on oblige des relations homosexuelles au Cameroun, avoir la sodomie, d'être sodomisé pour avoir droit à un poste, pour qu'on vous paye une facture d'un certain montant dans les services publics. Le commissaire Zogo, pardon, Martinez Zogo, le commissaire Léopold Albert Ebene en parle de manière très éloquente. C'est un vrai sujet dans notre société, dans notre Cameroun aujourd'hui, qui nécessite qu'il soit questionné en profondeur. Parce que qu'est-ce que vous pensez? Voyez-vous, un pays comme le Cameroun, c'est d'énormes ressources. Ces ressources ne sont pas la propriété d'un Camerounais, c'est la propriété de tous les Camerounais. Alors, est-ce certains Camerounais ont le droit de dire aux autres, ah, pour avoir accès aux ressources qui nous appartiennent pourtant à nous tous, il faut que tu te couches et qu'on te couche. Ça n'a pas de sens. Je comprends que beaucoup dans notre élite d'aujourd'hui, sont tombés dedans, certains par naïveté, d'autres par... De toute façon, c'est toujours par contrainte. Hein. Si vous interrogez 100% de ces gens-là, personne ne vous dira, à quelques exceptions notoires, qu'il s'est retrouvé dedans parce qu'il aimait ça et tout. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont des stratagèmes très poussés. On le voit dans les entreprises, même privées, au Cameroun, où les nouvelles recrues, hein, vous entrez, vous avez un poste, et puis du jour au lendemain, il y a une fête que l'entreprise organise, et vous allez à la fête, tous là-bas, et vous ne savez pas que les repas sont drogués, hein, aux poppers et tout, et puis vous vous retrouvez le matin au réveil, après avoir été drogué, avec tout votre comité de direction qui vous est passé dessus. Et vous êtes filmé. Vous êtes filmé. Et donc tenu à vie par cet outil de chantage. Vous ne pourrez plus jamais regarder les gens en face, vous ne pourrez plus jamais être un homme. Cette pratique-là a détruit notre pays, le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle a détruit la notion de méritocratie. Vous n'avez pas droit au chapitre si vous n'acceptez pas qu'on vous passe à tabac. C'est ce qui se passe dans notre pays depuis 70 ans bientôt. Il faut le dire, et il ne faut pas se contenter de le dire. Il faut mettre en place, et nous sommes en train d'y travailler, des mécanismes pour débarrasser notre pays de cette saleté et de tous les suppôts de cette saleté. Nous y travaillons.
parce qu'on ne peut plus accepter que parce que les gens décident de se réunir dans des fraternités, on n'a rien contre, dans des sociétés de pensée, dans des associations philosophiques, et qu'ils décident que parce que les autres Camerounais ne sont pas dans les mêmes associations philosophiques qu'eux, alors ils n'ont droit à rien. Ils ne peuvent pas être chefs de bureau, ils n'ont même pas droit à un emploi, parce qu'aujourd'hui, ils ont poussé le vice tellement loin que même pour être planton, dans certaines de nos institutions, aujourd'hui, il faut passer à la casserole. C'est pas normal. Ce pays appartient à ces gens-là. De vous à moi. Est-ce que le Cameroun appartient à Biya et sa clique? Ou c'est notre bien commun? Alors, si le Cameroun n'appartient pas à Biya et sa clique, et que c'est notre bien commun, eh bien, il va falloir qu'on se parle mieux, et qu'on se parle autrement. Donc, nous travaillons sur ces questions-là, et une fois de plus, vraiment, je tire un coup de chapeau au commissaire ébénais, Albert Léopold, qui a résisté à ce truc-là, et qui d'ailleurs, à l'époque, n'a pas hésité à tout laisser de côté, le confort de sa petite vie qu'il menait au Cameroun pour aller vers l'inconnu. C'est toujours une déchirure, vivre loin de son pays par contrainte. C'est une très grande déchirure qui est imposée par qui? Qui est imposée par ces gens-là qui sont là, qui pour la plupart aussi sont des victimes. Hein? Il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que pendant qu'on dit ça, pendant qu'on est à leur jeter l'anathème, il faut reconnaître que beaucoup de ces gens ne sont pas tombés dedans par leur volonté. Ils ne sont pas dit « Oh non, je vais être un sodomite et tout ». Non. Beaucoup ont été trompés, beaucoup ont été pris de force. Et puis, en fait, si vous voulez, nous sommes dirigés par des gens qui souffrent de trauma. Ça veut dire qu'en réalité, on a un vrai problème de médecine mentale, de santé mentale au Cameroun aujourd'hui. Parce que la quasi-totalité de notre leadership aujourd'hui, la quasi-totalité, sont des gens qui devraient être suivis par des psys. Parce qu'aucun être humain de normal ne peut se retrouver en tant qu'homme dans la position d'une femme et sortir de là en ayant tous ses sens. Et ce qui s'est passé la plupart du temps, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que ces gens sortent de là, il n'y a pas de suivi, il n'y a personne pour les accompagner, ce sont des vérités honteuses qu'ils ont même du mal à révéler. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Du coup, hein, vous voyez, c'est l'effet domino. On m'a couché, j'ai eu mal, j'ai honte de moi, et ben je vais faire le sagat. C'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Donc, ils détruisent tout sur leur passage. C'est-à-dire qu'à l'époque même des Ojula, c'était une affaire qui était traitée dans l'élite. Une espèce de pacte de loyauté, si on peut appeler ça comme ça, mais pour moi c'est n'importe quoi. Hein, on n'a pas à forcer, on n'a pas à violer un être humain pour lui confier une responsabilité. Soit on lui fait confiance, on lui confie la responsabilité, on ne lui fait pas confiance, on ne lui confie rien. Mais on n'a pas à mutiler, à supplicier un être humain parce que voilà, on va lui donner 2 ou 3 choses. Il vient travailler en plus pour la société. Donc ces gens, parmi ceux qui nous dirigent, beaucoup sont des victimes à la base aussi. Et qui ont choisi pour guérir, je sais pas, de leur mal, eh ben de le multiplier. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne une société où on est passé d'une pratique qui était concentrée au sein d'une élite à maintenant une pratique qui est dévoyée dans toute la société camerounaise. Et quand je vous le dis, sans transition, j'arrive au deuxième thème, qui était quoi? Qui est que cette semaine, un responsable d'Elecam Cameroun, notamment celui de San Minima, viole un enfant de 12 ans. Il sodomise un jeune garçon de 12 ans. Et puis, tel que les choses sont en train de se passer, c'est en train d'aller nulle part. Ben, pourquoi ça ne va nulle part? Ben, vous comprenez au regard de ce que je viens de vous décrire tout à l'heure, qu'à partir du moment où on institutionnalise ce type de pratique dans un pays comme le nôtre, ben, le sentiment d'impunité, il est tout à fait normal. Êtes-vous sûr que le commandant de brigade ou le commissaire de police chez qui on va déposer une plainte comme celle-là, il est lui-même propre? C'est pas sûr. Est-ce que lui-même n'a pas été victime de quelque chose? Ce n'est pas sûr. Alors comment voulez-vous qu'il réagisse? Qu'il soit rageux, qu'il condamne une pratique peut-être qu'il impose aussi à ses subalternes? Non. Donc ça s'est passé cette semaine. Responsable d'Elecam Cameroun, notamment celui de San Minima,
qui viole un enfant de 12 ans. Et ce n'est en train d'émouvoir personne au Cameroun. Je n'en entends pas parler, on n'en fait pas une cause nationale, c'est normal. Donc voilà jusqu'où on va. Alors mettez-vous bien une chose en tête. Hein. Un pays où on s'attaque à la cellule familiale, c'est un pays qui est détruit. Donc quand on fait plus de différence entre les enfants, les grands et tout, ben, vous pouvez rien attendre de ce pays, rien de bon ne sortira du Cameroun. Vraiment, ne rêvons pas. Je préfère vous le dire en toute honnêteté. Donc on a le choix. Est-ce que là, on va laisser tous ces suppôts du Satan qui sont en gouvernance aujourd'hui au Cameroun poursuivre? Donc il y a un choix très clair que les Camerounais doivent faire. Pour cette année, je ne vous parle pas de l'année prochaine, pour cette année 2025. Et quand je vous le dis, je n'ai pas forcément les élections en tête. Hein. Ça, je m'en tape. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que peu importe les moyens qu'on doit utiliser, le Cameroun doit se débarrasser de cette vermine. Voilà. Tous ces gens-là, ceux qui sont en souffrance, on va s'en occuper. On trouvera des solutions pour mettre en place des stratégies en densifiant de structures de santé mentale. Parce que c'est des gens qui méritent d'être suivis. Ils sont comme des drogués. Et les drogués, ils vont en cure de désintox. Ils n'ont pas qualité, vocation à rester dehors, à continuer à s'enivrer de tous les paradis artificiels qui puissent exister. Donc voilà. C'est un vrai sujet qu'il va falloir qu'on mette autour de la table. Il y a Angèle qui nous dit « C'est inadmissible cette histoire d'enfant de 12 ans, j'en pleure. Je pense au petit, psychologiquement détruit, sa pauvre maman. Non, non et non. » Oui, sa pauvre maman, mais que peut-elle faire dans une société comme celle-là? Je vous ai dit qu'il y a de fortes chances que si elle va porter plainte, eh bien, elle ira porter plainte sur un responsable, soit de la police ou de la gendarmerie, qui est lui-même un frère de celui qui a commis l'acte, du bourreau. Donc ça va aller où? Ils savent ce qu'ils puisent chez les enfants. Parce qu'encore une fois de plus, on n'est pas sur une pratique qui est source de plaisir. On est sur une pratique qui est sataniste. C'est des gens qui vident ces enfants. Je vais vous raconter une affaire qui va peut-être vous émouvoir. Nous, on connaît un responsable au Cameroun dont le travail était quoi? Le travail, c'était de prendre des enfants. Vous entendez que les enfants disparaissent dans les quartiers. Veillez sur vos enfants. On enlève des enfants et on les amenait en Mbalmayo. Dans le nion de Mbalmayo, on les jetait dans l'eau. Et eux, ils filmaient avec un appareil photo. Donc, ils captaient l'énergie que dégageaient ces enfants dans le désespoir de mourir. Et qui finissaient par être engloutis par les eaux. Ça, c'est des pratiques qui ont lieu au Cameroun. Ça, c'est des pratiques qui ont eu lieu au Cameroun. Donc, est-ce que nous allons laisser que les puissances ténébreuses continuent à triompher dans notre pays? Je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, au départ, on était quelques-uns. Aujourd'hui, on est des centaines, voire un petit millier de gens qui disent non à ça. Et puis, un petit millier qui est suffisamment puissant pour venir à bout de ces gens qui sont en souffrance. Parce que je vous dis qu'il ne faut même pas les voir comme des bourreaux. C'est des pauvres types qui sont en souffrance. Parce qu'il faut les voir tous alcoolos. Oui, ils ne peuvent pas affronter la réalité de la vie. Ils sont obligés de boire des tonnes et des tonnes d'alcool tous les jours pour fuir une réalité qu'ils ne gèrent pas. Donc nous avons des cas de maladies qu'il va falloir qu'on soigne. Et je pense que en mettant en place ce conclave des diasporas pour restaurer le Cameroun, l'idée derrière la tête, c'est quoi? C'est que bon, déjà, il n'y a pas de leader. C'est très important de le dire. Le leader, la star, c'est le projet que nous portons, c'est-à-dire restaurer le Cameroun. C'est ça, la star. Maintenant, les gens qui pourront jouer des rôles de premier plan et tout, nous sommes demandeurs, moi personnellement, avec tous les autres, nous sommes mendiants de voir ces profils de Camerounais qui viennent et sur qui on pourra mettre toute l'énergie, ah oui, tous les moyens qu'il faut pour aller à l'assaut. Parce qu'il faut un assaut contre ce pays-là, contre ces dirigeants, pardon. Si on veut s'en débarrasser. Donc il faut aujourd'hui que les bonnes volontés puissent se manifester de part et d'autre.
sur les idées, sur les moyens, on les a. Maintenant, les idées, quand je vous dis les idées, voyez par exemple comment on protège la famille. Hein? Nous, on a pensé à un truc qu'à l'époque, j'avais appelé la TACOFA, la taxe de consolidation familiale. L'idée, c'était de se dire que nous avons des jeunes femmes à qui on fait des enfants et qui sont abandonnées du jour au lendemain. Et les femmes, heureusement, n'abandonnent jamais leurs enfants. Mais elles se retrouvent à élever des enfants sans moyens, sans rien, ce qui met ces enfants dans des situations où les prédispose, en tout cas, à être un problème demain pour la société. Alors que la population est un facteur de développement, mais il faut une population de qualité. Et donc, on s'est dit qu'avec la TACOFA, donc la taxe de consolidation familiale, on mettrait en place un dispositif prenant en charge toutes les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Hein? Une allocation tous les mois, l'État veille un certain nombre d'avantages sociaux sur l'éducation et compagnie, parce qu'on considère qu'une fois que ces enfants sont nés, ils sont la propriété de l'État du Cameroun. Donc ce qu'on décide d'en faire, c'est-à-dire si on investit sur leur éducation en appuyant les mamans, ne pas contraindre ces dernières, à peine elles ont déjà un problème, donc un enfant qu'elles élèvent seules, de se retrouver à aller dehors, à gauche, à droite, parce qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de travail. Hein. On parle au Cameroun de 3% de la population qui a accès, qui a un salaire tous les mois. Donc imaginez que font tous les autres. Et quand je dis 3%, je vous donne les chiffres clairs, c'est 1 million de personnes à peu près qui ont accès à un salaire toutes les fins de mois. Donc vous imaginez donc une jeune femme comme celle, la mère, abandonnée par le père irresponsable. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elle se retrouve pour que l'enfant mange, à sortir. Et vous savez, ces situations, comment ça se passe? Elles ont beau être responsables comme elles veulent, quand elles subissent la pression de « il faut ramener à manger à la maison » et qu'elles tombent sur un partenaire indélicat qui exige un rapport sans préservatif. Elle a le choix. Je vais rentrer, trouver le petit Athéba qui pleure à la maison avec son filet de bave, sans rien. Et donc, elle se retrouve à accueillir des maladies ou à accueillir une nouvelle grossesse qui fait d'elle quelqu'un dont le cas s'empire. Donc, il ne faut pas qu'on continue à laisser la jeune femme camerounaise complètement démunie, dépouillée. Pourquoi? Parce qu'elle participe en donnant la vie à la pérennisation du modèle camerounais, en donnant de la population, mais il faut que cette population soit de qualité. Donc l'État doit jouer un rôle qui est celui de veiller et de prendre en charge, être un relais, un appui, pour que les parents puissent jouer leur rôle d'éducateur. Voilà, ça c'est l'idée par exemple de la TACOFA. Donc il y a plein d'idées que nous avons développées, l'idée sur la TASPA, la taxe de solidarité pour les armées. Vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On revient toujours aux questions de la famille. Nous prenons nos troupes, on envoie sur les théâtres d'opération, ils meurent là-bas, et quand ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Ben, les femmes se retrouvent veuves, il n'y a pas de suivi avec des enfants orphelins et tout, il n'y a rien. Donc on pense que toutes les fois qu'il y a un théâtre d'opération, on devrait le faire de manière exceptionnelle, mettre en place cette taxe-là, la taxe de solidarité pour les armées, permettant de financer les familles dont les pères sont décédés sur les fronts et tout. Donc, continuer à prendre en charge l'éducation des enfants et puis les veuves qui sont mortes. Il y a des dispositifs. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un problème de formation dans notre pays. Oui, on vous dira tout le temps, il y a un gisement important d'opportunités, mais en face, il n'y a pas d'adéquation formation emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des jeunes qui sont allés au lycée et tout, et quand un groupe comme Bocom dit qu'il va exploiter le fer dans la zone de Balam ou je sais pas moi au sud du Cameroun, et donc il y a des milliers d'emplois, mais parmi ces milliers d'emplois, on ne trouve pas beaucoup de Camerounais formés à ces emplois. Donc l'idée pour nous, c'est de dire que dans chacune des 10 régions du Cameroun, qu'il faut au moins dans chaque région un lycée technique professionnel, les LITEC Pro. Un lycée technique professionnel qui servirait à quoi? Qui servirait à former des gens à des métiers pratiques. C'est-à-dire qu'un groupe comme Bocom, par exemple, ou un autre, a vocation à faire quoi? Eh bien, a vocation à dire, bon,
Nous, on va avoir besoin de chaudronniers, de machins, et donc on va être l'un des sponsors de ce lycée technique professionnel. On va sponsoriser un module, le module chaudronnerie. Et donc ça fait quoi? Ça fait que les jeunes sont dans le cadre du lycée formés à un métier pratique, mais formés aussi à une culture d'entreprise, qui fait d'eux des gens qui, une fois qu'ils sortent du lycée, eh ben, ont déjà un réceptacle en termes d'emploi, ont un employeur qui est prêt à les recruter. Donc c'est tout bénef. On gagne. Il faut former les gens au métier pratique pour sortir du chômage. Parce qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'aller vers une industrialisation massive. C'est quoi cette industrialisation massive? L'industrialisation, ça suppose des grandes entreprises avec des milliers d'emplois. C'est le seul moyen qu'on a pour donner du travail aux 97% d'autres Camerounais, si tout le monde peut travailler, et qui sont assis dans les maisons, qui ne font rien, qui n'ont pas d'activité rémunérée, en tout cas pas d'activité non précaire. Voyez? Donc, les idées, ce qu'on peut faire, et tout, on a déjà des idées. On sait déjà avec qui il faut faire, avec qui il faut travailler. Vous voyez, on est pauvre aujourd'hui sur le plan de notre santé. Quand vous voyez ce qui se passe, les femmes vont accoucher dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elles se retrouvent prisonnières avec des nouveau-nés. Vous voyez le mauvais symbole que ça renvoie? Mais pourquoi? Mais parce que nous avons un système de sécurité sociale qui est très faible, d'ailleurs inexistant. L'idée aujourd'hui, c'est de construire tout un pôle d'excellence. Il y a des entreprises que l'on voit faire ça. Ici, avec le SAMU, pour pouvoir intervenir de manière urgente quand il y a des solutions, ça permet de sauver beaucoup de vies. À côté de ça, un système de sécurité sociale financé par tous, oui. Parce que s'il faut que les gens aient des devoirs, aient des droits, eh bien, il faut opposer à ces droits des devoirs. Donc, tout le monde paye et tout le monde est soigné. Mais on n'a plus des... C'est pas normal. C'est dans quel monde où on vous dit que vous ne pouvez pas... vous allez à l'hôpital et puis vous allez accoucher et puis dès que vous avez fini d'accoucher, vous êtes prisonnière avec votre bébé parce que vous n'avez pas d'argent pour payer. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Pour dire que cette idée de conclave des diasporas pour restaurer le Cameroun, elle est surtout... elle part de l'idée d'aujourd'hui qu'il faut qu'on se parle. Tous. En tout cas, tous ceux qui veulent que le Cameroun change, il n'y a pas de raison qu'on continue à rester chacun de son côté parce qu'on est de tel parti ou de tel clan ou de tel... Non. Hein, on doit appartenir à un seul camp, celui qui veut que les choses changent. Et puis maintenant, faire quoi? Être intelligent. Les politiques, on les pousse pour qu'ils fassent leur travail de politique. Ceux qui sont là, l'associatif, on les pousse, les syndicalistes. Bref, aujourd'hui, il y a matière à ce qu'on parle un langage commun. Voilà, ceux qui veulent que le Cameroun change. Et donc, cette plateforme a été mise en place pour ça. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré donc le commissaire Albert Léopold Ebenez hier. Échange très fructueux, très fructueux, qui vont accoucher des choses que vous verrez bientôt. Alors, il y a Valère Mebara qui dit « Pourquoi d'abord une société où les femmes élèvent leurs enfants seules ?» Je propose une société où on encourage le mariage et le protège. Je pense que c'est cette société-là qui protégera mieux la femme. Je suis d'accord avec toi sur l'idée de protéger la femme. Mais comment? Je viens d'expliquer, en mettant en place des mécanismes de protection. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, je l'ai dit, c'est les satanistes qui sont à la manœuvre. Et tout pour eux est prétexte à jouir. Voilà. On jouit toujours de quoi? Ben, on jouit des plus fragiles. Des plus fragiles, faire aux gens ce qu'ils ne feraient pas en temps normal si ils avaient les moyens de manger. Hein, voyez une jeune fille qui n'a pas mangé de la journée et qui, pendant qu'elle marche dans la rue, en ayant les idées, se disant comment ma vie est comme ça, pourquoi, et puis il y a une voiture qui gare. Et derrière cette voiture, la perspective qu'elle tire 10 000 francs et qu'elle rentre chez Paul pour s'acheter quelques croissants, quelques yaourts qu'elle va ramener à ses petits frères ou quelques bifaka pour faire du topsy banana. Vous voyez une jeune fille comme ça, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va dans cette négociation en situation de faiblesse. On va lui faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Et ces satanistes se réjouissent. C'est pour ça qu'ils appauvrissent les Camerounais. Il faut en avoir conscience. Et donc on ne peut pas changer les choses sans s'attaquer à ce problème de fond. D'accord? Voyez bien qu'aujourd'hui, au-delà de nos frontières camerounaises, au-delà même des frontières européennes, la question aujourd'hui se pose dans ces thèmes. Hein? Le débat aujourd'hui est un débat civilisationnel. Qu'est-ce qui justifie le rapprochement de la Russie aujourd'hui à l'Amérique? Regardez bien en toile de fond. Vous allez voir que cette question se pose.
Donc on a le vieux système, bien, où sont bien campés dans leur rôle nos dirigeants camerounais, hein, et qui étaient sur, voilà, on appauvrit, on suce comme des sangsues le sang, l'énergie des gens pour se maintenir et pour dire, bon, voilà, on est puissant. Il y a ce vieux système-là aujourd'hui qui va avoir à affronter un autre système qui pense que ça ne doit pas se passer comme ça. Voilà, c'est tout. On ne discute pas. Alors, il y a Jonathan T qui dit bonjour. Bonjour Jonathan, j'espère que tu vas bien. Daniel Gustave Valdano, enchanté par cette démarche. Salut à toi Marianne. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être en train d'échanger avec vous. Alors, on va évoquer le dernier sujet. C'est le sujet de Monsieur Martinez Zogo, décédé en plutôt en février 2023. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, tout va bien, Armel? Oui, très bien. Alors, on t'écoute. Alors, j'aimerais commencer par saluer l'idée du conclave de la diaspora pour restaurer le Cameroun. Je pense que c'est un espace qui va permettre à beaucoup plus de Camerounais de prendre la parole parce que ce combat est un combat de tous. Nous devons tous, en fait, fédérer, joindre nos efforts pour que nos actions soient massives et plus efficaces. Oui. On t'écoute, Armel. Bon, j'espère que dans les semaines à venir, on aura beaucoup plus de précisions pour savoir comment est-ce que ça va opérer. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas de leader, parce que ces histoires de leadership et tout font qu'au lieu de mettre le Cameroun au centre du jeu, que ce soit un point de convergence pour nous tous, ça va commencer par des luttes de personnes, de positionnement et d'autres. Donc, nous sommes vraiment, enfin, je pense que la plupart des Camerounais le pensent, hein. On est là vraiment pour le Cameroun, pour que ça change parce qu'on est fatigué, on est à bout, on en a marre. Ça fait longtemps que ça dure et on est épuisé avec tout ça. Il est temps vraiment que ça change. Et comme tu as dit, vraiment, il faut que ça change par tous les moyens, il faut que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. On est fatigué d'un système qui maintient les gens dans la pauvreté, la précarité, la rareté. Il raréfie volontairement les opportunités pour pouvoir tenir les gens, pour faire chanter les gens et les soumettre à des pratiques indignes. Et je pense que, comme on l'a dit par le passé, tous les Camerounais, que ce soit ceux qui ont été contraints à cette pratique-là ou ceux qui en entendent parler, on est un peu tous traumatisés. On est vraiment traumatisés parce que on ne comprend pas, on ne comprend plus ce que notre pays est devenu aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Donc, le fait qu'un enfant de 12 ans soit détruit, comme tu l'as dit, par un responsable de l'État, mais qu'en plus, il semble que sous la pression des élites du Sud, ce monsieur a été relaxé. Il n'est même pas poursuivi, il n'est pas inquiété. Donc, ça prouve vraiment jusqu'où on est tombé bien bas. Sans même parler de la dizaine de jeunes Camerounais, on a dit qu'ils étaient âgés entre 17 ans et 20 ans. Ils sont morts au large de la Tunisie cette semaine. Donc, honnêtement, je ne sais pas, je sais pas si ça peut aller plus mal que ça. Ça ne va pas du tout, mais pour autant, nous devons rester debout, nous devons mener cette bataille et s'assurer que vraiment les choses changent dans notre pays.
y en a marre, on est fatigué. Ce n'est pas un problème de conviction politique, d'appartenance politique ou ethnique. C'est vraiment l'affaire du Cameroun. Le sujet, c'est vraiment le Cameroun. Il faut que ça change parce que toutes les ethnies, toutes les régions sont touchées. Il n'y a aucun coin au Cameroun qui n'est pas impacté négativement par la malgouvernance et toutes les dérives de ce régime. Donc, nous devons laisser de côté nos égos et puis certaines considérations et vraiment mettre le Cameroun au cœur de nos préoccupations. Parce que si ça change, ce sera au bénéfice de tout le monde. Ce sera à l'avantage de tous les enfants du Cameroun. Ceux qui sont dispersés partout dans le monde qui pourront revenir, ceux qui sont là-bas et les générations futures. Donc, nous sommes comptables nous-mêmes de ce qui se passe, surtout si nous ne faisons rien parce que les générations qui plus jeunes ne vont pas nous pardonner notre inertie, notre inaction. Et puis, il est vraiment temps qu'on se lève et qu'on arrête les luttes inutiles, les luttes intestines. Ok, merci beaucoup Armel. Voilà, merci à Armel. Armel, vous m'entendez toujours? C'est bon? Merci à Armel qui est donc notre sœur qui est mobilisée depuis la première heure autour de ce débat, en tout cas de ce combat pour la libération de notre pays. Oui, allô? Oui, allô, bonjour mon cher Morgan. Bonjour, cher Cléber, comment allez-vous? Je suis tombé sur ton direct là comme par hasard et j'ai trouvé le sujet intéressant et je me suis dit peut-être ça vaudrait la peine de faire une suggestion si c'est ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, mais vraiment à cœur. Et c'est parce que je sais combien le Cameroun paye comme prix parce que les gens qui sont arrogés la propriété de notre pays ont décidé comme ça d'ostraciser des gens comme nous, comme toi et moi. À quoi est-ce que je fais allusion? À la double nationalité. Mon cher Morgan, et c'est pas moi qui le dis, hein, va regarder les chiffres. Alors, quelles que soient les sources, la diaspora camerounaise contribue près ou plus que les aides au développement que le Cameroun reçoit. Mais ça, c'est des chiffres énormes. Et l'autre dividende à tirer par rapport à l'ouverture, mais vraiment pleinement de la double nationalité, c'est la disposition d'un fonds patriotique. C'est-à-dire que quoi? Le Cameroun va parfois quémander, je comprends, je pèse mes mots, quémander de l'argent à l'extérieur, ce qu'on appelle les eurobonds. C'est-à-dire que quand vous empruntez de l'argent dans une devise qui n'est pas la vôtre, et c'est très très risqué, parce que surtout par notre, on a une monnaie arrimée à l'euro. Si l'euro par rapport au dollar chute, ça veut dire que le service de notre dette nous coûte extrêmement cher. On paie des taux de 7%. Et c'est des taux moi, je travaille dans la banque, quand j'entends ça, j'ai mal au ventre. C'est-à-dire que j'ai le ventre qui gargouille. Il n'y a pas de raison qu'on ne conçoive pas des produits patriotiques. Il y a énormément d'infrastructures chez nous à développer. Je suis confiant que l'amour que des gens comme toi et moi avons pour notre pays, je serais prêt à mettre de l'argent là-dedans. Bien sûr. C'est-à-dire que pour un taux vraiment ridicule de 3 ou 4%, avec peut-être des exonérations, mais même jusque-là, le Cameroun profiterait énormément. Mais, où est-ce qu'on en est? On en est où ces gens carrément refusent le développement, ils nous mettent à l'écart. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils préfèrent sevrer. C'est même pas du sevrage, puisque oui, c'est pratiquement du sevrage. C'est-à-dire qu'ils privent le Cameroun de ses ressources, de le savoir-faire que nous avons. Tu te rends compte ce que ça pourrait faire, comme ça pourrait, le coup de pouce que ça donnerait au Cameroun par rapport à améliorer la gouvernance chez nous? J'imagine.
C'est ce côté-là qui vraiment me tient à cœur. Qui que ce soit les prochains gouvernements, parce qu'on est lunaire éternel, M. Biya, tôt ou tard, il va quitter la scène. Et la personne qui viendra avec son équipe. Donc, les maillons vont changer, ça c'est clair. Et qui qu'elle soit cette personne-là, si elle a un petit peu d'amour pour le Cameroun, le dossier sur lequel cette personne devrait se pencher, c'est la question de la double nationalité. Les États-Unis ne sont pas fous. Ils prennent les gars avec de la cervelle de partout le monde entier, y compris la Chine. Ça, tu le sais, je t'apprends rien de ce côté. Pourquoi ils le font? Pourquoi la France le fait? Pourquoi les Grands-Bretagne le fait? Il faut aller se demander pourquoi nos dirigeants peuvent détester, parce que ça c'est la haute trahison. Tu te rends compte quand j'envoie un peu d'argent à des cousins et des cousines qui me demandent de l'argent de gauche à droite, les gars ils se font retenir 0,2% de taxes, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que toi, mon cousin, je te donne de l'argent en route et on te demande de payer. Ça n'est pas le résultat d'une transaction quelconque. Il n'a pas profité. Ce n'est pas une transaction financière en tant que tel. Surtout que j'ai payé, moi, la personne qui fait l'envoi, j'ai payé le prestataire, par exemple Western Union, je n'en fais pas la publicité, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et que Western Union crée des emplois, en fait. Parce que Western Union donne des licences à des petits opérateurs là-bas pour faire ça. C'est-à-dire que ça crée de l'emploi. Mais même jusque-là, l'État camerounais trouve normal. L'État camerounais, c'est un parti-État. Les gars, ils font comme ils veulent. Ils font passer des lois, mais c'est pas possible. Ouais. Et tu parlais de cette question de la dette qu'on va prendre sur les devises extérieures. Tidiane Thiam en parlait cette semaine, je crois, dans une interview qu'il a donnée sur un média français. Il disait qu'il ne comprenait pas que la Côte d'Ivoire se soit endettée, en tout cas que les pays africains s'endettent dans des devises étrangères, parce qu'on ne pouvait pas être s'endetter sur des devises étrangères et espérer le développement, puisque les taux sont très élevés. Ouais. On peut pas, ça peut pas continuer comme ça. Pourtant, on a une source, on a une masse. Moi, au nom de la diversification, je mettrais bien une partie de mon patrimoine là-dedans. Pas parce que j'ai un retour sur investissement, mais tout simplement parce que je vais apporter ma pierre à l'édifice de mon pays. Mais où est-ce qu'on en est? Moi, à l'heure qu'il est là, je peux pas le faire parce que je n'ai pas confiance à ces gens-là. Tu sais comment ça se passe. Cet argent-là ça va s'évaporer. Alors que si if I have a say, comme disent les anglo-saxons, si ils ouvraient cette histoire de double nationalité, je viens déjà parce que vous n'allez pas vous amuser comme vous faites là maintenant. Ça va pas se passer comme ça. Donc, ce volet d'inclure la diaspora camerounaise, mais vraiment pleinement, ça rapportera énormément de dividendes. Donc, je ne vais pas occuper l'espace plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci encore pour ce que tu fais. Merci, cher Kléber. Et justement, j'en profite pour dire que non, il faut plus rien attendre de ces gens-là. Encore à 3 ans, ils ont montré qu'ils n'avaient pas la volonté ou alors n'avaient pas la compétence pour faire des choses. Donc, vraiment, il faut rien attendre d'eux. Aujourd'hui, on n'en est plus, les constats, c'est bien, on les a fait depuis des années. Aujourd'hui, on est dans l'action, il faut agir. On a besoin de poser des actes. Et je vous ai dit, moi, ma vision des choses, c'est que ces gens, ils sont assis sur leur position, sur leur strapontin. Ils ne vont pas quitter ça de leur volonté. Et ça, il faut oublier. Donc, il faudra trouver un moyen pour les bousculer. Et il faut travailler à ça dès maintenant. Pourquoi? Parce que, vous imaginez, on est tous à se dire, il faut que cette gouvernance parte. Mais si par hasard, il partait demain, c'est quoi le projet sur lequel nous allons travailler? Qu'est-ce qu'on fait? On met quoi en place? Moi, j'ai toujours parlé d'une période transitoire. Pourquoi? Parce que il faut restaurer les fondamentaux d'une république avec un nouveau pacte civilisationnel. Et si vous ne passez pas par là, c'est un échec. Imaginez que on va quitter de cette gouvernance et puis il va y avoir un nouveau président, juste une seule alternance de personnes. Et puis non, ça se passe pas comme ça. Il va falloir qu'on prenne le temps d'organiser un nouveau Cameroun
avec un pacte qui va fédérer l'ensemble des citoyens, une charte de bonnes pratiques auquel tout le monde sera contraint d'adhérer. Et puis, moi, je vois une parenthèse, d'abord à la question démocratique. On met ça de côté, on construit un État avec de l'autorité, et puis on voit dans quelques années, quand on est suffisamment prêt, quand les prérequis sont là, quand on a construit les bases, voir comment maintenant on peut aller vers un retour à la démocratie qui, pour moi, n'est pas forcément source de développement. Oui, parce que les gens font toujours cet amalgame, ils croient que c'est parce qu'on est dans un modèle démocratique qu'on se développe. Non, ça n'a rien à voir. Le développement, on peut l'avoir, et la plupart du temps, d'ailleurs, on l'a dans les systèmes qui se dirigent fort. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on passe par ces transitions. Dernier sujet donc, cette affaire de Martinez-Zogo. J'étais en train d'en parler quand on a commencé à recevoir les appels. Pour dire quoi? Pour dire que voilà une affaire d'un frère camerounais qui est enlevé, assassiné, mutilé et ensuite calomnié. Ouais, parce qu'on a vu des choses circuler. Oh, voilà les maisons que Martinez a laissées à gauche, à droite pour le faire passer pour un pourri. Vous savez que le régime en place, ils ont une très forte expertise dans tout ce qui est campagne calomnieuse. Ils savent le faire. Vous avez vu récemment avec Ernest Ouandié, ils ne font que ça. Hein. Je vous ai dit qu'ils ont tout ce qu'il faut, toute la machine, pour jeter des rumeurs sur les gens, les décrédibiliser. Vous allez voir un type comme moi qui vous parle tous les jours. Mais ils assaillissent les inbox des uns des autres. Oui, mais ce type-là, est-ce que tu le connais même bien? Attention, il faut te méfier de lui, c'est un gars du système. Vous ne savez pas que c'est des gens qu'on vous envoie, parce que toutes les fois qu'il y a des dynamiques unitaires qui se créent, il faut venir les casser. On les casse en faisant quoi? En répandant des rumeurs sur les gens et tout. Et les esprits fragiles qui n'ont pas le temps de se faire leur propre opinion des gens, eh bien, ils gobent ça. Et puis quoi? Bon, voilà. Il n'y a pas de stratégie unitaire à envisager. Donc, le Martinez, son corps a été découvert en Fou. Le procureur de Fou s'est saisi de l'affaire. Et puis, du jour au lendemain, on lui a dit non, circule. T'as rien à dire sur ce dossier. Pourtant, c'était dans sa circonscription territoriale. Donc, c'est lui qui était fondé d'ouvrir une enquête. Ensuite, cette affaire est allée au centre administratif, au parquet, centre administratif à Yaoundé. Là-bas aussi, ils ont été dessaisis. Ça s'est retrouvé finalement au tribunal militaire. Je vous ai dit il y a plusieurs mois, à rebours, que ne cherchez pas loin, l'origine de la mort de Martinez, ça vient du palais d'Etoudi, du palais présidentiel, et je vous ai même donné des indications. Regardez du côté de Ferdinand Ngongo. Je ne sais pas si, à la fin, le crime lui profite à lui, mais je sais qu'il y a joué un rôle. Je vous ai dit ça il y a plusieurs mois en arrière. Évidemment, ça avait créé son lot de polémiques, pensant que je donnais une opinion. Je ne donnais pas une opinion, je disais des faits. Parce qu'il s'est trouvé que moi, j'ai 123 pages d'éléments qui tous portaient une accusation allant vers ce sens-là. Alors, première chose, le téléphone de Martinez-Zogo, quand le corps est récupéré, il y a une commission mixte qui est mise en place par le président de la République, gendarmerie, police, et aller demander au patron de la police nationale camerounaise, M. Mbargangele, pourquoi est-ce qu'il a demandé à ses agents de se retirer de cette commission. Si vous pouvez avoir accès à lui poser cette question, et si vous entendez sa réponse, vous comprendrez qu'il y avait un problème. Si on fait une enquête, c'est qu'on est à la recherche d'une vérité. Mais à partir du moment où l'une des parties de l'enquête donne l'impression de vouloir couvrir la vérité, de ne pas vouloir qu'elle se sache, alors il y a un problème. Ça veut dire que cette partie a un intérêt à ce que la vérité ne se sache pas. Et si elle a un intérêt à ce que la vérité ne se sache pas, eh bien peut-être qu'il ne faut pas chercher le mobile du crime loin, ou alors les commanditaires du crime très loin. C'est ce que je vous avais dit à l'époque. Les rapports d'écoute de M. Eko, que j'ai, montrent que ce type n'était pas au courant de l'opération qui a été menée contre Martinez. Donc quand je vous ai dit à l'époque, c'est M. Ngongo, je ne vous parlais pas de rancœur ou bien d'opinion, ou comme c'est l'habitude chez nous, les gens sortent, ils disent des choses sur les gens. Non, je vous parlais sur la base de faits.
Donc, les rapports d'écoute de M. Eko Eko, que je ne connais pas, il faut bien le préciser, ce n'est pas mon ami et je ne peux pas avoir de la sympathie pour des gens comme ça qui ont contribué à tuer d'autres Camerounais. On se souvient, paix à son âme, à Guérandi Bara, opération montée par la DGRE camerounaise pour tuer ce citoyen camerounais juste parce qu'il pensait différemment. Donc, mais, pour autant, on ne peut pas laisser de voir un citoyen camerounais être l'objet d'une injustice et ne rien dire. Donc, M. Eko Eko, sur la base des informations qu'on a, des relevés d'écoute de M. Eko Eko, on sait qu'il n'était pas au courant de cette opération. Parce qu'au moment où il passait ses coups de fil et tout, il ne savait pas que ça allait cuire. Donc, tout ce qu'il a pu dire avant, pendant cette affaire, montre que ce type n'était pas au courant de ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'il fait en prison? Il n'y a pas de raison qu'il soit en prison. Donc, s'il est en prison, c'est par la volonté des gens. Et si ces gens veulent qu'il soit en prison et pas les vrais coupables, ben, on comprend tout de suite qui sont les coupables. Je ne sais pas si on se comprend très bien jusque-là. Donc, les relevés d'écoute montraient que M. Eko Eko n'était pas au courant de cette affaire. Donc, ce n'est pas clairement une opération montée par lui. Les relevés d'écoute nous montrent que M. Danoué Justin, directeur des opérations à la DGRE, les services secrets camerounais, avait un téléphone dans sa cellule à la gendarmerie. Alors comment quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis un crime aussi crapuleux on lui permet d'avoir un téléphone depuis sa cellule à la gendarmerie? Pourquoi bénéficie-t-il de ce traitement de faveur? Ça ne peut pas être nié, c'est documenté. C'est documenté, tout ce que je vous dis est documenté. Ce document d'ailleurs, je l'ai fait adresser au président Biya, il y a quelques mois, lui disant, bon, tu cherches la vérité, voilà la vérité. Et maintenant, nous attendons que tu sévisses. Quand on n'a rien entendu, quand on ne l'a pas entendu dire, on s'est dit, ah d'accord, c'est le même truc, quoi. Ils vont noyer le poisson, comme d'habitude, ce sera un Camerounais qui est mort, des commissions qui ne servent à rien, donc nous on a mis l'affaire dehors. Voilà. Donc, Danoué a un téléphone dans sa cellule à la gendarmerie, alors qu'il est le principal suspect du meurtre crapuleux d'un journaliste. Pourquoi lui laisse-t-on l'accès à un téléphone? Et la gendarmerie est rapprochée à qui? Il faut se poser toujours cette question. Qui gère la gendarmerie au Cameroun? C'est Ferdinand Ngongo. Tout le monde le sait. Nous savons, il y a un monsieur qui s'appelle Pat Diamant, que je ne connais pas. Mais je peux vous dire 2 ou 3 choses. Quand il a été arrêté à Yaoundé, et qu'il a fallu lui coller des motifs parce qu'il y avait une grosse opération d'extorsion de fonds, vous voyez, quand on vous dit d'être discret, vous n'êtes pas obligé de toujours aller scander dans les boîtes de nuit que vous avez de l'argent. Donc quand on a monté l'opération d'extorsion de fonds contre lui, qui est la personne qui collait les motifs, qui disait mettez-lui telle chose? C'est Ferdinand Ngongo, depuis le palais présidentiel. Si ce que je dis n'est pas vrai, ben on peut prouver si quelqu'un émet des doutes, on peut donner des preuves. Donc c'est bien monsieur Ferdinand Ngongo qui contrôle la gendarmerie, ça c'est sûr de tout temps. Donc si on a un bonhomme qui est mêlé à une affaire aussi grave, qui se retrouve en possession d'un téléphone dans sa cellule à la gendarmerie, c'est qu'il y a une volonté de l'arranger. Et les gens qui ont le pouvoir de l'arranger là-bas sont des gens qui doivent être liés d'une manière ou d'une autre à cette affaire. Voilà. Donc, deuxième élément. Troisième élément, les téléphones de Martinez, quand on les fait parler, ils révèlent un nom, M. Martin Savom, qui l'a appelé quasiment en dernier avant son enlèvement, quelques minutes avant son enlèvement. Qui est Martin Savom? Je vous en ai parlé ici. Je vous ai dit que c'est un chargé de mission ou c'est un garçon de course, tout ce que vous voulez, mais il travaille, il est rattaché au palais à qui? À Madame Biya et à M. Ferdinand Ngongo. Nous ne trahissons aucun secret en le disant, puisque lui-même ne se cache pas, il l'a toujours dit. Et donc, on se pose des questions simples. Lui, Martin Savom, a-t-il qualité pour décider seul de faire exécuter un journaliste? À partir du moment où il est mêlé à cette affaire, et tout, ben, il faut bien s'interroger sur les ramifications qu'il peut avoir. Autre élément, ce Martin Savom, quand il sort
de la première convocation qu'on lui a servi au tribunal militaire, qui sont les premières personnes qu'il a appelées? Il a appelé Ferdinand Ngongo, il a appelé le ministre de la Défense, M. Betty Assobo. Et que lui a dit Ferdinand Ngongo? Lui a conseillé d'écrire une lettre au chef d'État pour, voilà, sur le modèle de trafic d'influence que nous connaissons. Donc, tout depuis plusieurs mois, quand je vous ai dit, attention, que ce soit M. Eko Eko, que ce soit M. Amougou Belinga, que les deux, je les connais, ni d'Adam ni d'Ève. Amougou, je l'ai déjà rencontré une fois et salué vite fait. Hein. Je crois que c'était dans un restaurant au Hilton à Yaoundé, vite fait, parce que bon, j'étais avec un ami qui le connaissait, mais je ne le connais pas. C'est pas un ami, c'est pas forcément quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, mais il est victime d'une injustice. Tout comme Eko Eko. Donc comment peut-on garder des gens comme ceux-là? On s'est empressé à les arrêter à l'époque. Mais si on s'empressait à les arrêter à l'époque, on ne devait pas mettre 2 ans à élucider leur arrestation. Si nous sont arrêtés, soit ils sont coupables ou ils ne le sont pas. Et vous allez observer que tous ceux qui ont cherché la manifestation de la vérité ont été débranchés de cette affaire. Le juge Sikati, et si je vous en parle cette semaine, c'est à la faveur de notes adressées au président de la République qui ont fuité. Et ces notes viennent de 2 personnes hautement, en tout cas, pas neutres, puisque les 2 personnes sont rattachées à qui? Elles sont rattachées au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, M. Ferdinand Ngongo. Voilà, et ces notes disent quoi? Ces notes disent de manière très claire, je vais vous la faire court, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, et qu'il y a un camp qui fait pression pour qu'on incrimine un autre camp. Et ce n'est pas le rôle de ce camp de le faire. La gendarmerie fait une enquête, le dossier est transmis au tribunal militaire, le travail de la gendarmerie est fini. Alors d'où la gendarmerie va continuer à faire des notes de service, des notes d'information au président pour lui donner des orientations sur non, l'autre il faut l'enfermer, le juge a dû toucher de l'argent, et on est sur les on. Donc il n'y a rien et aucune certitude. Donc quand vous voyez ça, vous voyez ces gens s'agiter, vous voyez le temps que ça met alors que l'enquête était bouclée depuis. Vous savez, je vais vous raconter un autre truc. Quand il s'est avéré que les membres de ce commando-là avaient tous leurs données WhatsApp coupées à l'heure du crime, il y a un gendarme qui s'appelle Aïssi, un lieutenant-colonel, il est aujourd'hui en service, je crois, à la région du Sud, là-bas, qui a dit une chose, il a dit, mais l'enquête pour moi est bouclée, parce que les 6 personnes ne pouvaient pas avoir leurs données WhatsApp bloquées pour rien. Il y a bien quelqu'un qui a donné les instructions pour que ça se fasse. Donc, l'enquête, on va la boucler en convoquant le patron de MTN, le patron d'Orange, le patron de Camtel, et ces 2 nous diront de qui ils ont reçu les instructions pour que les données de les membres du commando soient off. Vous savez ce qui est arrivé à ce type? Ce lieutenant-colonel qui donne cette idée de bon sens, qui permettait de boucler l'enquête, et bien ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a été dégagé de ce truc-là. On ne veut plus te voir là. Hein, et il y a une opposition farouche de sa hiérarchie, qui lui a dit on ne veut plus te voir dans le truc. Donc toutes les fois qu'il y a eu une volonté, hein, il y a une piste qui permettait d'élucider l'affaire, il y a toujours eu quelque chose qui est venu contrecarrer. Donc il y a une main forte, une main puissante. C'est cette main puissante qui a fait affecter le juge Sikati à Garoua en le faisant passer pour un corrompu, alors que, au regard des éléments factuels qu'on a, eh bien, aucun de ces 2 là qui ne sont là-bas que sur une accusation unilatérale de quelqu'un qui s'est ensuite rétracté, parce que Danoué a dit que Amougou Belinga est le commanditaire qu'on a arrêté Amougou Belinga, et c'est parce que Danoué était rattaché à Eko Eko que Eko Eko a été arrêté. Mais par la suite, il se trouve que le même Danoué est revenu sur ses propos en disant que non, il ne connaissait pas. Mais malgré le fait qu'il revienne sur sur ses propos, les 2 qui ont été incriminés par sa faute restent toujours enfermés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, allez, on va faire simple, hein, on ne va pas en parler toute la soirée. On va faire simple. Cette note que nous venons de voir, ces notes qu'on a vues circuler là cette semaine, eh bien, sont la preuve, en tout cas si on en avait encore besoin pour ceux qui en cherchaient, nous on avait déjà bouclé l'enquête depuis, sont la preuve que ce crime vient du palais. Maintenant, pour qui Ferdinand travaillait?
Ça, c'est une autre question, parce que ne l'accablons pas. Parce que ça se trouve, peut-être que ce n'est pas lui le bénéficiaire final. Peut-être qu'il est une main. C'est un secrétaire général. C'est un peu le larbin du prince. Si on lui dit, bon, fais ça, ou madame lui dit, fais ça, ou fais ça, bon, il va le faire. Donc maintenant, il faut savoir qui est le bénéficiaire final. Mais ne perdons plus le temps à chercher de gauche à droite. Libérer les gens qui sont détenus gratuitement dans cette affaire depuis plusieurs mois déjà, c'est pas juste. On ne peut pas construire une société de justice de cette manière. Et puis voilà, intéressons-nous à ceux vers qui converge ce crime. Je vous dis bien, la personne de Martin Savom, on sait ce qu'on a trouvé chez lui lors de la perquisition à son domicile. On s'est rendu compte que le monsieur n'en était pas au premier crime ritualiste. Ça aussi, c'est un dossier qu'il va falloir qu'on ouvre, nous, dans le Cameroun d'après. Combien de gens sont morts? Et pour qui ils travaillaient? Parce que quand on dit crime ritualiste, vous voyez bien qu'il y a un bénéficiaire. On revient à cette question de satanisme contre laquelle il faut qu'on se mobilise tous pour lutter. Si on ne débarrasse pas notre pays de ces entités négatives, eh bien, il ne faut pas rêver qu'il y aura quoi que ce soit de bien qui puisse un jour se produire au Cameroun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais attirer votre attention qu'il y a quelques mois, je vous avais montré une direction. Attention, le meurtre de Martinez, là, c'est le palais, c'est la présidence. Parce que même l'un de leurs poulains, Émile Parfait-Sim, me l'avait déjà dit. Le lendemain du jour où on a découvert le corps de Martinez. Il m'avait dit, je me rappelle encore de ces mots, si Martinez, on doit fouetter son corps, qu'est-ce qu'il avait à parler des affaires de la ligne 94 et machin, et de toutes les façons, son meurtre vient du palais. Et qui est Émile Parfait-Sim? Émile Parfait-Sim est proche du réseau de Ngongor. Il me l'a dit le jour où on a découvert le corps de Martinez. Et j'ai des preuves, puisque il m'avait laissé un voice que je crois vous avoir déjà fait écouter, où il le dit de manière très claire. Voilà. Donc voilà, ne cherchons pas de midi à 14 h, je voulais qu'on revienne dessus pour que vous compreniez bien que toutes les questions qu'on évoque ici sont des questions qui peuvent revenir dans l'actualité plus tard, mais faites toujours un petit retour, un petit flashback en arrière pour vous souvenir des choses et puis vous mettre à jour. D'accord les amis, je suis vraiment heureux qu'on ait eu cet échange. J'ai une petite pensée pour Methuselah Dikobe, notre frère, notre brillant frère qui est du côté de l'Allemagne. J'ai une pensée pour Nicole Ngohenje, pour Alain Rochemba qui est là avec nous, pour Paul Roger Zenam aussi, Monsieur René Calvin. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Pour Angèle Evina, pour Martin Paul Ndong Eyebe, pour Gustave Valdano, Jonathan Ti, Valère Mebara, Guy Samuel Youmsi, Guy Tassé, Vincent Ella et tous les autres. Merci d'avoir été là. Il faut partager cette tranche de vie avec nous une fois de plus. On se dit à très bientôt. Dès qu'il y a d'autres sujets, on va les évoquer. Mais en attendant, retenez qu'il va faire beau au Cameroun bientôt. Oha. Merci bien.